Comment un coup de vent a-t-il emporté le pilote de cerf-volant? Santé! Pourquoi la communion avec la nature a-t-elle tué les 7 campeurs? Comment un mauvais swing a-t-il entraîné le golfeur 6 pieds sous terre? Pourquoi ces gens ont-ils trouvé la mort en plein air? La mort frappe de bien des manières différentes, plus qu'on ne saurait l'imaginer. Certains décès sont brutaux et violents. D'autres sont lents et méthodiques. Mais quelle qu'en soit la cause, il est toujours possible d'expliquer pourquoi un individu s'effondre, victime d'une mort subite. Long Beach, dans l'État de Washington, le 24 septembre 1983. Voici Ken Dalligan. Il adore les cerfs-volants. Alors les gars? Super! Et pas seulement les modèles ordinaires, mais aussi les cerfs-volants acrobatiques, capables d'effectuer des manœuvres époustouflantes. Ce jour-là, il teste les conditions de vent, car il veut réaliser une cascade que personne au monde n'a encore tentée. Le concepteur de cerfs-volants Scott Skinner nous explique de quoi il s'agit. Il essayait d'établir le record du plus grand cerf-volant du monde, c'est-à-dire avec la plus grande surface de voilure. Il voulait établir un record qui ne pourrait pas être battu. Très bien les gars, c'est le moment. Et pour établir ce record, Ken et son équipe ont construit un cerf-volant immense. 1300 mètres carrés de nylon indéchirable. C'est bon les gars, allons-y. Le cerf-volant est tellement grand qu'il doit être arrimé à 2 camions-bennes remplis de sable. C'est presque la taille d'un terrain de football. C'est vraiment énorme. C'est très grand, il va falloir beaucoup de force. Levez-le bien haut. Pour faire voler un cerf-volant de cette dimension, Ken a choisi une voile très spéciale. C'est ce qu'on appelle un parafoil. Une voile à 4 côtés sans armature. Elle est constituée de centaines de cellules souples qui se gonflent au vent, permettant ainsi au cerf-volant de s'élever dans les airs. Cette structure tridimensionnelle n'a besoin que de vent. Il faut que la voile s'ouvre autant que possible. Le problème, c'est qu'il ne faut pas seulement du vent. Essayons de faire décoller ce cerf-volant. Il faut un vent parfait. C'est un défi de taille, selon le physicien Louis Bloomfield. Pour faire voler ce genre de cerf-volant, il faut la bonne vitesse de vent, à savoir entre 15 et 30 km/h. 3, 2, 1. Il faut que l'air s'écoule de manière homogène. Le cerf-volant doit s'élever d'un coup. Le flux d'air doit être uniforme. Les équipiers de Dalligan doivent soulever le cerf-volant exactement au même moment, en espérant que le vent sera suffisant. Mais ce jour-là, Dame Nature ne se montre pas très coopérative. Cela fait maintenant 7 heures qu'ils s'escriment. Et ils sont épuisés. Merci les gars. Faites une pause. Tout le monde déplorait le manque de vent. Il ne se passait rien. Mais Ken ne s'avoue pas vaincu. Il s'éloigne pour réfléchir à une stratégie. C'est à ce moment précis qu'arrive le parfait coup de vent. Il ne pouvait rien faire parce qu'il s'est retrouvé à l'intérieur de la voilure, où il y avait beaucoup de cordes. Une fois qu'il a été pris dedans, il ne pouvait plus se libérer. La voile s'est gonflée instantanément. Il n'y avait personne aux alentours pour l'aider. Ses pieds ont été pris dans le cordage et il s'est envolé. Le cerf-volant s'élève à 30 mètres dans le ciel. Si la voilure avait la superficie d'un terrain de football, les forces ascendantes sont énormes. Des milliers de kilos. Si on les exploite correctement, elles peuvent arracher des arbres de terre. Oh mon Dieu! Il ne pouvait rien faire. Une fois la voile gonflée, le cerf-volant s'est envolé.
Les équipiers de Ken ne peuvent que regarder, impuissants. Ils n'avaient aucun moyen de le faire redescendre rapidement. Il était pris au piège. Ken réussit à détacher ses pieds. Mais la bataille est loin d'être gagnée. Les vents sont trop puissants. Le jeune homme lâche prise. C'est un drame consternant qui donne à réfléchir. Les grands cerfs-volants sont vraiment dangereux. Oh mon Dieu! Le cerf-volant du jeune homme était bien le plus grand du monde. Malheureusement, ce triste record lui a également valu une mort aussi subite qu'inhabituelle. Welch, en Virginie-Occidentale, le 31 juillet 1907. Voici Red Topham. Il part en randonnée avec ses amis. Leur programme est simple. Trouver un point d'eau et écluser quelques bières. En marchant dans ces bois, on peut laisser de côté tous ses soucis. Sauf un. Le mocassin à tête cuivrée. Ces montagnes en regorgent. Au début des années 1900, la crainte de ce serpent venimeux a pris des proportions considérables. Ce n'est qu'un bébé. T'as pas peur d'un bébé, Red? Une peur bien compréhensible pour le spécialiste des reptiles, Whitfield Gibbons. La plupart des serpents venimeux ne mordent pas spontanément, au contraire de celui-ci. Aux États-Unis, les morsures du mocassin à tête cuivrée sont plus fréquentes que celles de toute autre espèce indigène. Parmi son arsenal mortel, son art du camouflage et bien sûr ses crochets. Lorsque le danger se rapproche, le reptile bondit et injecte du venin à sa victime. Ils attendent le prédateur. Si vous marchez dessus ou si vous tendez involontairement la main, ils vont mordre. C'est leur marque de fabrique. On a marché jusqu'à plus soif aujourd'hui. Mais sous le soleil de midi, les hommes ont une préoccupation plus importante. Trouver un point d'eau pour rafraîchir leur bière. Mais regardez-moi ça. C'est un endroit facile à repérer dans ces montagnes. Et voilà. Mais d'autres choses sont plus difficiles à distinguer. Et si j'allais nous chercher ce qu'on a mis dans la rivière il y a un moment? J'espère que c'est frais. Je vais te le verser directement dans la bouche. Tu le tiens bien? Oui, oui, oui. Le bouchon a disparu, mais le fût est encore plein. Santé. Non, pas pour moi. Et la magie des bois opère. Poussons la chansonnette. Les effets de la bière fraîche ne tardent pas à se faire sentir. Tu t'es fait dessus. Il s'est pissé dessus. Et t'es même pas endormi. Attends un peu. Ça va pas? Mais soudain, la fête est finie. Tous les hommes sont malades. Tous, à l'exception de Ralph Dunbar, le seul randonneur qui n'a pas bu le liquide contenu dans le fût.
Il doit absolument aller chercher de l'aide, et vite. À suivre. Comment un seul serpent a-t-il pu tuer 7 randonneurs? Ce n'est pas le venin qui a causé la mort de ces hommes. Huit hommes sont partis en randonnée dans les montagnes de Virginie occidentale. Santé! 7 d'entre eux sont sévèrement malades après avoir bu de la bière. Non. Le seul randonneur encore valide, Ralph Dunbar, n'a rien bu. Quand il revient sur les lieux avec un médecin, seuls 2 de ses amis respirent encore. Tous les autres sont morts. Ça va? Ralph devine ce qui a tué ses amis. C'est un serpent venimeux. Ces hommes n'avaient aucune chance. À l'époque, tout le monde ignore que si ce mocassin à tête cuivrée est bien le coupable, l'arme du crime n'est pas son venin. On peut boire le venin d'un mocassin à tête cuivrée. On peut l'ingurgiter, ça ne fera aucun mal. Le venin doit être injecté, tout comme un poison doit être ingéré. Donc, ce n'est pas le venin qui a causé la mort de ces hommes. Si ce n'est pas avec son venin, comment le serpent a-t-il tué les 7 randonneurs? Whitfield Gibbons a une théorie. Selon moi, cette bière venait d'un entrepôt dans lequel il y avait des rats. Et à l'époque, on tuait les rats avec de la strychnine. La strychnine est un alcaloïde très toxique, comme nous l'explique le docteur Marla Shapiro. La strychnine est très dangereuse. Ingérée ou inhalée, elle agit exactement comme un poison. La strychnine a tué les rats, et elle ne va pas tarder à faire d'autres victimes. Un mocassin à tête cuivrée est passé par là, et il a décidé de manger quelques rats. Après leur repas, ces reptiles cherchent un endroit pour digérer, et ils vont se cacher pour ne pas se faire repérer par les prédateurs. Et il n'y a pas de meilleur endroit pour se cacher qu'un fût de bière sombre et vide. Ils ne l'ont sans doute pas remarqué quand ils ont versé la bière dedans. Le mocassin à tête cuivrée est mort. Et lorsqu'il s'est décomposé, la strychnine s'est mélangée à la bière que ces hommes ont bu. Santé! L'effet est instantané. Elle désactive les produits chimiques qui contrôlent nos muscles. Cela peut se traduire par des spasmes laryngés qui empêchent de respirer. Les muscles se tétanisent, le cœur aussi. Les contractions deviennent irrégulières et finalement, la mort survient. C'est une mort très douloureuse. Ce n'est pas une fin agréable. Sept hommes en pleine santé voulaient profiter d'une randonnée dans les bois. Aucun d'entre eux ne pouvait prévoir que cette promenade les mènerait droit vers une mort aussi subite qu'inhabituelle. Comté de Fulton, dans l'État de New York, le 9 juillet 1994. Jeff Bain adore jouer au golf avec ses amis. C'est un compétiteur passionné. Et d'habitude, ses efforts sont récompensés. Joli. Aujourd'hui, son swing est presque parfait. C'est un sport où les lois de la physique jouent un rôle important, comme nous l'explique Louis Bloomfield.
Quand vous jouez sur du gazon et que vous frappez la balle correctement, deux choses passent du club de golf à la balle. La première, c'est la quantité de mouvement et la seconde, c'est l'énergie. Donc, quand vous frappez la balle correctement, elle récupère une grande partie de la quantité de mouvement et de l'énergie transmise par le club et elle s'envole. La vie est belle. Jeff poursuit sur sa lancée. Oui. Jusqu'à ce que sa balle atterrisse droit dans une allée de sable. C'est un terrain beaucoup plus difficile que le green. Quand la balle est enterrée dans le sable et que vous la frappez avec le club, c'est le sable qui va récupérer une bonne partie de la quantité de mouvement et de l'énergie. Ce qui signifie que la balle ne peut pas aller bien loin. Et celle de Jeff ne va nulle part. La vie semblait bien plus amusante quelques minutes auparavant. Ça va aller? La ferme. Jeff ne perd pas seulement la partie, il perd également son sang-froid. C'est une réaction comparable à la rage au volant, d'après le psychiatre Irvin Wolkoff. Peu importe que vous soyez en train de conduire ou de jouer au golf, si quelque chose ou quelqu'un vous empêche d'atteindre votre objectif, ça vous rend agressif. Mais jusqu'à quel point? Jeff commence à retrouver son calme. Il se concentre. Et se voit récompensé par un magnifique drive. C'est serré. Mais le prochain trou est un par 5. Il est à plus de 400 mètres de distance. C'est l'un des plus difficiles du parcours. Il suffit d'un bon drive pour remporter la partie. À toi. Jeff doit faire encore mieux que son adversaire. Il donne tout ce qu'il peut. Mais il n'obtient pas le résultat escompté. En fait, ça ne pourrait pas être pire. La rage du jeune homme atteint son maximum. Il a besoin de la déverser sur quelque chose. Il cherchait un objet sur lequel il pourrait frapper, qui pourrait se briser. Peut-être pour faire du bruit, peut-être pour le casser. L'important, c'était de punir le diable et de transférer sa rage sur le banc. Et c'est là que le drame est arrivé. La force du coup brise le club en deux. La vitesse du club avant de heurter le banc était de 80 km/h. Mais si vous concentrez cette énergie sur une petite partie du club, vous en avez suffisamment pour faire voler le morceau cassé. Non pas à 80 km/h, mais à 150 ou même à 300 km/h. Et ça peut faire de sérieux dégâts. Le manche du club de golf transperce le cœur de Jeff. Le club est revenu vers lui en tournoyant. Et l'a tué. Jeff Bain voulait faire des miracles avec son swing. Sans savoir que pour lui, la partie se terminerait par une mort aussi subite qu'inhabituelle. Alors si vous décidez de vous lancer dans une activité de plein air, n'oubliez pas, piloter un cerf-volant peut vous emporter très loin. Communier avec la nature peut vous couper le souffle. Et souvenez-vous que même un sport de gentleman peut vous briser le cœur. Le pilote de cerf-volant, les randonneurs et le golfeur. Tous voulaient savourer les joies du plein air. Mais regardez-moi ça! Mais aucun n'imaginait que le frisson qu'ils recherchaient les conduirait vers une mort subite.